On s'était juré de se retrouver pour parler avec Bruno de bande dessinée et de littérature de manière plus générale concernant des objets qui sont issus de ces œuvres de fiction et qui sont devenus ou qui vont devenir des objets réels, des objets technologiques réels. Voici donc ce deuxième hors-série consacré à cette thématique. Et pour en parler, on a avec nous, une fois de plus, Xavier. Salut Xavier. Puis également Marc, qui est un vrai passionné et qui lit énormément aussi. Je ne dis pas de bêtises, Marc, tu es un gourmand, un ogre en termes de littérature. J'adore. Et on se doute bien que ce que tu lis, c'est pas du roman à l'eau de rose. C'est plutôt... non. On est plutôt dans l'univers geek, entre guillemets. Ce qui est également le cas de Bruno, qui a initié cette mini-série de hors-série consacrée donc à ces choses issues de l'imaginaire d'auteurs, de livres, de BD, etc. On va commencer peut-être justement avec les livres et on va dire d'abord rappeler, comme on l'avait déjà fait pour le précédent hors-série, qu'on ne va pas être exhaustif, on ne peut pas parler de tout, et je suis certain que rien qu'en citant quelques noms, ça va de nouveau nous énerver, nous exciter un petit peu tous, et chacun va y aller de son commentaire et amener également ses références, en l'occurrence. Mais toi, tu en as fait une sélection, et à mon avis, une sélection qui en vaut bien d'autres. On va commencer avec peut-être l'auteur le plus connu de tout le monde, c'est Jules Verne. Oui, donc une sélection de quelques auteurs et de quelques livres. Oui, Jules Verne, tout le monde en entend parler. Peut-être que beaucoup n'ont même pas encore lu d'œuvres de Jules Verne, mais il faut absolument les lire, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a tout inventé, quasi tout. Et à l'époque, c'était le fin du 19e siècle. Faut pas oublier que c'est il y a 150 ans déjà. Ce bonhomme français, donc qui est très 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 connu aux États-Unis, même plus qu'en France. C'est vraiment la référence de la SF quasi pour les Américains. Faisait énormément de recherches sur ce qui était faisable à l'époque et sur ce qui était possible d'imaginer à l'époque. Et donc je vous ai sorti trois grands exemples. Le premier, ça on le connaît tous déjà parce que beaucoup de films ont été adaptés. En règle générale, Jules Verne est un auteur qui inspire beaucoup de films. En 1865, il a sorti De la Terre à la Lune. Et on a tous vu après le film où une fusée percute l'œil de la Lune. Et en fait, cette idée-là, faut imaginer, c'est 1865, on ne pensait même pas aller dans l'espace. Et lui a imaginé de mettre 3 hommes dans un obus, mais c'est comme une fusée, et d'aller sur la Lune. Avec beaucoup d'erreurs, bien entendu, mais avec beaucoup d'imagination et des faits, des certitudes de l'époque. Et une certaine logique, parce que l'idée, c'est quand même de s'arracher de l'attraction terrestre, et que ce qu'on connaissait sans doute de plus puissant dans ce domaine-là à l'époque, c'était le canon, et donc l'obus. Donc ça va dans une logique certaine, quoi. Oui. Tout à fait. Le deuxième livre qui a inventé où Jules Verne a inventé quelque chose, c'est quelques années après, 1869, 20 milieux sous les mers, où en fait il a vraiment inventé le concept du sous-marin. Personne n'y avait pensé avant. C'est vraiment lui qui y a pensé et qui a vraiment développé une histoire tout autour avec la problématique, tous les problèmes qui vont avec. Juste une question, parce que là j'ai du mal avec moi les dates de temps en temps, et je vais même me tourner vers l'historien de l'équipe. La guerre de sécession, quelle année ? 1880 et des chics. Attends, on n'a pas ton son, Marc. On ne t'entend pas. Je dirais qu'elle s'est terminée en 1867. D'accord. 67, petite parenthèse, même si on parle d'un blog. Si vous avez l'occasion de voir un film qui s'appelle Free States of Jones, excellent film sur la guerre de sécession. D'accord. Donc si c'est 1867, ça veut dire 1865. La guerre de sécession. La sécession de 1861. Alors à ce moment-là, le concept de sous-marin existait déjà, parce que il y a eu un premier exemple de sous-marin d'attaque à pédale, qui allait éperonner ou accrocher avec un éperon une mine
en fait un qui était un tonneau. Et ça, c'était dans les années... J'ai oublié le nom de ce sous-marin, ça ne me revient pas. Mais voilà, donc on est dans la même époque, on est bien d'accord. Voilà, exactement. Puis un livre un peu moins connu au niveau de l'auteur, donc 1886, Robert le Conquérant, où il a inventé ou mis en forme le concept de l'hélicoptère. On sait que d'autres inventeurs l'avaient imaginé plus ou moins avant lui, même beaucoup avant lui. Mais directement, ce livre-là a inspiré Igor Sikorsky, qui lui a inventé l'hélicoptère. Donc voilà, c'est en lisant ce livre-là qu'il a eu l'idée de le réaliser. Génial. Je connaissais moins, moi. Enfin, je connais moins. Je crois que je l'ai même jamais lu en entier, en tout cas, Robert le Conquérant. Je devrais m'y replonger. Et vous aussi, peut-être, si vous ne l'avez pas encore lu. On passe à la suite. Next, prochain auteur, Edouard Bellamy. 1888, un livre culte aussi, Utopia. Donc, où il a inventé une société utopique, bien entendu. Et là, le concept qu'il a inventé, c'est les cartes de paiement, les cartes de crédit. Donc, il a imaginé une société où on ne paierait plus avec de l'argent, mais avec des cartes en plastique. De 1888, quoi. 1886. 88, tout à fait. C'est génial. Il y a des gens quand même qui ont de la suite dans les idées. C'est magnifique. C'est ça la science-fiction. Ouais. Bah, justement, de science-fiction, il en a encore question ici avec la guerre des mondes. Tout le monde l'a vu sous différentes formes. Sous film ou BD ou autre. Donc tout le monde a repris la guerre des mondes, War of the Worlds, de H.G. Wells en 1898. Donc aussi, il y a pas mal de temps, pas mal d'inventions qui ont été faites dans ce livre-là, notamment le rayon laser quasi, ou le heat ray, comme il l'appelle, le rayon de chaleur. C'est un rayon laser finalement. On est en plein dedans. Je veux dire, les lasers existent comme armes, mais les lasers, on les utilise sous d'autres formats aussi, bien entendu. Ce livre-là a aussi inspiré Robert H. Goddard. Le nom vous dira peut-être rien, mais c'est lui qui a inventé la première fusée. D'accord. Donc voilà, donc les livres inspirent, au-delà d'imaginer des inventions, inspirent des inventeurs. Ouais. Je m'étrangle, pardon. C'est contagieux. C'est incroyable, Xavier, c'est à cause de lui. Non, ce qui est fabuleux, c'est aussi ce qu'on en a fait. La guerre des mondes, je pense à l'émission de radio. La guerre des mondes qui a fait paniquer l'Amérique entière parce que basé sur cette histoire-là, ils ont construit quelque chose tellement avec des comédiens, avec du bruitage, etc. C'était tellement réaliste à la radio et ça fait paniquer l'Amérique profonde qui appelait la police parce qu'ils avaient vu effectivement les martiens ou les extraterrestres débarquer. Et puis il y a le cinéma également qui s'est emparé du genre ou même de l'histoire en elle-même. C'est pas la seule histoire de cet auteur-là, me semble-t-il. Non, il y en a une autre qui a marqué un peu les esprits, c'est en 1914, The World Set Free. Le titre en français m'échappe. Et où il a eu l'idée qu'on pouvait produire de l'électricité avec les atomes. D'accord. Et en fait, il est allé beaucoup plus loin. Il a prédit, comme Nostradamus, il a prédit que suite à au même temps que cette invention, il y aurait une énorme guerre. D'accord. Donc c'est un petit peu la Deuxième Guerre mondiale qu'il a prédit lors de la Première Guerre mondiale, plus ou moins, de 1914. Oui, des fois, il y a des choses comme ça où tu te dis où l'histoire, les histoires se chevauchent un petit peu et on peut finalement, après coup, un peu dire tout ce qu'on veut et ramener un petit peu toutes les histoires au même endroit. Tu voulais rajouter un truc, Xavier? Je te sentais dire... Non, mais enfin, moi, dans la littérature, j'ai noté Attention, on n'a pas fini, attention. Ok, mais un objet, j'en parlerai plus tard. J'en parlerai plus tard. Garde-le en réserve, parce que je pense que tout le monde a quelques idées. Marc aussi, dans son coin, je le vois bien. Il fait des recherches en même temps, lui. C'est ça qui est génial, c'est que ça nous excite tous un petit peu. C'était un autre Wells, c'était Orson Welles qui avait fait l'émission de radio, la guerre des mondes. Et souvent, il y a méprise en disant c'est Orson Welles qui a fait la guerre des mondes. Non, Orson Welles s'est emparé de l'histoire pour en faire une émission de radio. Et puis après, c'est même devenu un film sur l'émission de radio. Enfin bref, voilà. Documentez-vous sur Wikipédia et des choses du genre. Il y a plein d'informations sympas à y trouver et certainement des extraits vidéo à trouver sur YouTube, par exemple.
Un autre auteur cher à notre cœur à tous, geeks que nous sommes et passionnés de science-fiction, c'est évidemment Isaac Asimov. Oui, Isaac Asimov, ça sera le dernier point, ça sera l'intelligence artificielle, bien entendu, tout ce qui est robotique, mais notamment il a écrit énormément d'essais, il en a écrit un qui vraiment est un peu hors norme. En 1964, il a écrit un essai où il imaginait 2014, donc concrètement une année, donc il y a 2 ans, ou plus ou moins maintenant. C'est toujours drôle ça, évidemment. C'est toujours drôle, tout à fait, mais il était tombé assez juste, il avait imaginé qu'il y aurait, donc il y a 50 ans, hein, qu'il y aurait des appareils qui fonctionneraient à l'électricité sans fil, hein, tout ce qu'on utilise de nos jours quasi grâce à des batteries qui se baseraient sur des radioisotopes. Donc on est plus ou moins dans le vrai, effectivement. Donc il y a 50 ans. Là, et ça c'est un peu anecdotique, mais imaginez les machines à café. Ah bon? Voilà. Ça n'existait pas en 1964, des machines où tu mettais des capsules de l'eau et tu avais un café qui sortait. Donc ça, effectivement, c'est un peu grâce à lui, on va dire, peut-être qu'ils se sont inspirés chez certains fabricants. Il a aussi prédit que en 2014, concrètement, on aurait envoyé sur Mars des vaisseaux non habités. Ce qui est vrai. Et qu'on aurait planifié des vols habités sur Mars. Ouais, ce qui est pas faux non plus. Ce qui est vrai aussi. Voilà. Donc là, c'est juste aussi. Bien entendu, après Asimov, on le connaît par les 3 lois de la robotique. Hein. Je suis sûr que Marc les connaît par cœur. Marc, les lois de la robotique, s'il te plaît. Alors, première loi, un robot ne peut pas porter atteinte à un être humain ou par son inaction laisser un être humain être blessé. Deuxième loi, un robot doit protéger sa propre existence, sauf si cette loi interfère avec la première. Et la troisième, c'est un truc du genre, mais je ne me rappelle plus. Avec les mecs, vous êtes durs, hein. Un robot doit protéger son existence dans la mesure où la protection n'est pas en contradiction avec les 2 autres lois. Mais j'ai triché. Il triche. Là, il triche, je restais de mémoire. Exactement. Oui. Donc, toute cette problématique-là, l'éthique de l'intelligence artificielle, des androïdes, des robots intelligents, tout ça, voilà, on le doit à Isaac Asimov et on est en plein dedans, ça va venir. Hein. Moi, je trouve que on va aborder rapidement, sans doute, l'aspect BD parce qu'il y a là aussi il y a des choses à dire. Est-ce que ce ne serait pas ces auteurs-là des philosophes technologiques? Quelque part, des gens qui réfléchissent à la technologie. Est-ce que ça peut devenir, Marc? Des futurologues, donc si tu veux, quelque part. Oui, des futurologues, Oui, certainement. Certainement, mais si tu commences comme ça, il y a la partie futurologue, démarche scientifique, et tu as la partie poétique aussi, parce que contrairement à, je vais contredire Bruno, je suis désolé, mais le premier auteur à avoir imaginé le voyage vers la Lune, eh bien, ce n'était pas Jules Verne en 1865, c'était Cyrano de Bergerac en 1650. D'accord. Cyrano de Bergerac n'est pas qu'un personnage de théâtre, c'est un vrai auteur, et il a imaginé, alors ça s'appelait l'histoire comique des États et des empires de la Lune, où il imagine que en 1650, il part vers la Lune et il visite la Lune. Donc déjà. Mais oui, c'était quelque part des futurologues, c'était des visionnaires. En tout cas, ça c'est certain. Encore une fois, on en avait parlé lors du dernier hors-série. J'avais cité le cas d'un film Jurassic Park qui avait fait référence au clonage, même si les deux n'étaient pas liés. On trouve également des traces de ça dans la littérature, avec par exemple le Brave New World de Aldous Huxley, où l'univers construit par l'auteur se base sur le clonage et la mise en classe des différents clones. Donc voilà, ils sont visionnaires, ils sont futurologues, mais parfois ils sont un peu trop visionnaires, parce qu'il y en a un qu'on peut prendre, lui il a vraiment vu la société telle qu'elle est aujourd'hui, c'est George Orwell, avec son 1984, lui il était vraiment visionnaire, parce que là on est en plein dedans. Oui, on l'a été plusieurs fois d'ailleurs, même. Donc voilà, ça c'est le côté un peu, ça fait réfléchir, c'est très bien, c'est très positif. Il y a le côté aussi, c'est vrai que nous abordons plus souvent, qui est plutôt ludique, il faut bien le reconnaître. C'est un peu le cas avec des objets issus du monde de la BD, Bruno. Si on part du côté de la BD, tu nous avais sélectionné par exemple Dick Tracy, qui est une BD à l'origine, on l'a vu au cinéma, mais Dick Tracy, c'est avant tout une BD qui date du milieu des années 40.
Tout à fait. En 1946, on a vu apparaître dans Dick Tracy une montre qui s'appelait le Watch Phone, donc qui a vraiment en fait donné l'idée pour les smartwatches d'aujourd'hui. Et c'était un élément central de Dick Tracy d'ailleurs. À l'époque, c'était vraiment quelque chose de tout le monde phénoménal. A déjà vu cette planche de Dick Tracy où avec son chapeau, machin, il parle dans son poignet, quoi. Hein, et avec des ondes qui sortent avec une petite antenne. Là, dans le genre, on va peut-être reparler 10 secondes de cinéma qu'on avait déjà abordé dans l'autre hors-série, mais on n'a pas parlé de James Bond 007, par exemple. Hein. Là aussi, il y aurait eu des choses à ajouter, même si c'est moins de la science-fiction, mais s'il y avait quand même quelque chose à dire de ce côté-là. L'univers de l'espionnage, de manière générale, il y a des choses, des fois, qui sont très imaginées, des fois, des choses qui sont plus réelles. Dans l'univers comics, également, il y a des choses à dire, hein, Bruno. Oui, il y a beaucoup d'exemples, mais on en reprend quelques-uns qui sont méconnus. Dans Spider-Man, 1983, le bracelet de contention, donc qu'on met généralement au pied, mais qui dans la BD était aussi au poignet. Donc ça, suite à cette BD, il y a effectivement le bracelet qui a été inventé. Donc c'est une idée qui est venue de la BD. Donc là, c'est peut-être pas si intéressant, quoique. Mais en règle générale, les auteurs de BD étaient très visionnaires aussi, parce qu'ils avaient les moyens de dessiner quelque chose, même si ça ne leur semblait pas réalisable éventuellement avec la technique de l'époque. Mais Disney, et ça on l'oublie assez rapidement, Disney, les auteurs de Disney à l'époque, il y a quelques années, pas maintenant, ça c'est clair, avaient des idées assez bizarres qui ont inspiré beaucoup d'inventeurs, notamment Donald Duck. Bizarrement, petite anecdote, dans un tome, il dit qu'il délire complètement et il cite qu'il va produire de l'hydrogène en associant tel atome à tel atome, et effectivement, à l'époque, c'était pas du tout réalisable, et quelques décennies par la suite, je pense une vingtaine d'années par la suite, ça a été fait. Mais c'était complètement inventé et il n'avait aucune base scientifique à cela, et c'était un coup de bol. Donc parfois, on peut être visionnaire c'était juste pour faire un bon mot dans une bulle, et puis voilà, finalement, ça se réalise, ce qui est quand même très très original, il faut bien le reconnaître. Je reviens quelques secondes aux comics, et en particulier aux comics japonais. J'avais vu un reportage là-dessus, et lu aussi quelques articles à ce sujet. Marc s'y connaît à mon avis beaucoup mieux que moi, mais il y a tout cet imaginaire issu de la bombe atomique, et quand vous regardez les comics japonais et certains comics américains également, c'est toujours des radiations qui ont créé quelque chose, qui ont créé un monstre. Godzilla par exemple est une création de l'atome, et tout cet univers est basé sur cette espèce de perception que les Japonais ont eu par la suite de l'atome. Marc, tu ne me contrediras pas sur ce sujet, je crois. Hein. Je ne te contredis pas, et ça fait surgir en moi le souvenir d'un des plus beaux mangas que je connaisse, qui est Nausicaa de Miyazaki, qui effectivement décrit un univers post-apocalyptique où nombre de créatures sont issues justement du résultat de l'irradiation. Ça, si vous avez l'occasion de le voir, c'est une pure merveille. Toute l'œuvre de Miyazaki en général, mais Nausicaa est très beau. Certains ont dit que c'était pour exorciser un petit peu cette histoire, et que la société avait besoin de ça, de pouvoir un petit peu lâcher la soupape et pouvoir rire ou se divertir de ce phénomène. Je ne sais pas si tu avais des informations en plus, Xavier. J'ai la bombe atomique elle-même qui a été inventée par Wells dans un roman, La Destruction libératrice, en 1914, avant qu'elle ait effectivement été utilisée. Eh ben, dites donc ça, il aurait peut-être fallu s'abstenir. Bref, on a parlé de BD, on a parlé de littérature dans le hors-série précédent consacré à ces inventions de cinéma, de séries. Si vous aussi, dans tout cet univers-là, dans tout ce qui est fictionnel, ou était fictionnel en tout cas, au moment où ils ont été pondus, vous avez vous aussi lu ou entendu des choses, n'hésitez pas à le partager avec nous, ça fera peut-être l'objet d'un futur hors-série complémentaire, pourquoi pas, s'il y a matière à en parler. N'hésitez pas à partager votre savoir avec également la communauté des technos, ceux qui commentent comme vous les vidéos ou les articles sur le blog, lestechnos.be, ou sur la chaîne YouTube ou sur Facebook. Ça, c'est moins le cas, c'est bizarre. Mais n'hésitez pas, un seul instant, on lit tout. Xavier, lui, il
passe son temps à ça et quand il répond pas dans les 5 minutes, c'est la notif. C'est la notification qu'il m'impose. Merci en tout cas à Marc pour sa science et ses références historiques. C'est notre historien à nous. Merci également à Xavier et bien sûr merci à Bruno d'avoir apporté l'idée. À très bientôt à tous. Salut.